Bonjour à tous et merci de vous être connectés à ce webinaire sur Dubaï, puisque ça va nous faire prendre un petit peu de soleil dans cet automne qui commence. Bon, comme vous le savez, l'exposition universelle de Dubaï, qui va être un de nos sujets, a été décalée d'une année, et donc on va en parler. Donc on va évoquer avec nos intervenants à la fois le marché en lui-même dans une première partie et à la fois l'exposition universelle avec des initiatives qui sont prises de part et d'autre, et notamment pour les entreprises de la région Rhône-Alpes, et ben, tout simplement d'avoir une mission qui permettra d'y aller. Donc on va être ensemble pour 40-45 minutes, voire un petit peu plus. Alors, comme vous l'avez vu, vous êtes connecté sur une plateforme et juste en dessous là, de notre fenêtre que vous êtes en train de regarder, vous avez la possibilité aussi de prendre des rendez-vous avec les intervenants. Donc, en fait, il suffit ensuite de voir les intervenants et vous regardez les créneaux horaires et vous pouvez cliquer sur un créneau horaire et puis ils vous accepteront, je l'espère, pour que vous puissiez avoir rendez-vous. Et donc, comme ça, vous pourrez aussi parler de votre business et quelque part aussi avoir des renseignements si vous voulez en choisissant votre créneau horaire. Bon, alors je vous propose déjà de vous présenter les intervenants. Alors je vous présente Frédéric Zabot. Frédéric, donc, il est le directeur de Business France pour la zone, hein, c'est ça Frédéric? Tout à fait, zone Proche et Moyen-Orient qui comprend 12 pays. Et tu es basé à Dubaï. Basé à Dubaï avec une présence Business France dans 5 pays de la zone, Égypte, Koweït, Qatar, Émirats arabes unis et Arabie saoudite. Nous avons 2 bureaux, un bureau à Jeddah et un bureau à Riyad. Merci. Jean-Pierre Labrie, qui est président de Export Pearls. Jean-Pierre, 30 secondes sur toi, qui ta vie, ton œuvre? Oui, alors je dirige effectivement une société d'accompagnement à l'international qui est spécialisée sur le Moyen-Orient avec un bureau local à Dubaï. Pour ma part, j'ai vécu à partir de 1996 jusqu'à 2015 physiquement à Dubaï. Et puis depuis 5 ans, j'ai un pied entre la France et les Émirats. Merci. Et Marc Cagnard, qui est le directeur international de la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et un peu l'animateur de la Team France, hein, c'est ça, Marc? Oui, bonjour Marc, bonjour à tous. Effectivement, animateur de la Team France ici, Team France Export ici en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, la Team France, c'est une cinquantaine de collaborateurs au plus près des entreprises, donc en proximité dans les différentes CCI du territoire, mais aussi auprès de l'agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Alors toi, tu as une particularité, Marc, si je peux me permettre, c'est qu'en fait, tu arrives de Dubaï, c'est que tu étais à la place de Frédéric il y a quelques mois. Exactement, j'étais le prédécesseur de Frédéric, j'ai passé 4 ans à Dubaï juste avant. Et je suis très heureux de participer à ce webinaire qui annonce une belle Les bons mission. souvenirs, quoi. Ah bon, et ben, tu seras notre mentor, c'est-à-dire tu feras tes commentaires un peu quand tu veux, Et c'est vrai. en disant oui, je l'ai vécu comme ça. Enfin, là, je te laisse faire. Voilà. Ce qu'on va peut-être c'est commencer par une petite présentation de la zone, tout simplement. Je demandais à Frédéric alors, de commencer. Alors, Frédéric, il y a une chose que je t'ai interviewé, en fait. Alors, excusez-moi, mais on se connaît tous très bien. Donc, en fait, je les tutoie, mais certains, je les connais depuis 20 ans ou plus. Donc, forcément, il y a des choses qui restent. Donc, je voulais dire que j'avais été surpris quand quand je t'ai interviewé. La première chose que tu m'as dit, tu arrivé de Chine, tu arrivé de Shanghai, je crois, à l'époque. Tu m'as dit, mais en fait, il y a des similitudes entre la Chine et Dubaï. Je dis, ah bon, il y a des similitudes entre la Chine et Dubaï. Et que tu as été frappé par la capacité de résilience des Émirats. Est-ce que tu peux nous redire un peu ce que tu m'as dit, parce que je trouvais ça intéressant. Et merci Marc. Oui, c'est vrai que avant de succéder à Marc, j'ai passé 5 ans en Chine, à Shanghai, où j'étais directeur adjoint Business France pour la zone Chine. Donc, bien sûr, une toute autre géographie, une toute autre démographie. Mais rapidement, j'ai effectivement constaté qu'il y avait des points de comparaison, des points de similitude. Et cette capacité à rebondir, ça m'est apparu assez rapidement parce qu'on le voit dans le développement des Émirats. Il y a eu des séquences qui ont été des séquences marquées par des crises, celle de 2008 avec les subprimes,
En plus, l'empreinte internationale de Dubaï et des Émirats est très forte et donc très exposée aux crises mondiales. Donc, la crise de 2008, puis la baisse régulière de la demande mondiale, puis les crises de 2013. Et à chaque fois, on a vu que le modèle se réinventait, le modèle se réorientait. Et donc, ce qui avait constitué un peu le fer de lance et le moteur de cette croissance aux Émirats arabes unis, qui était principalement sa valeur de hub régional et cette triangulaire qui s'organisait dans les flux entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, eh bien, avait aussi pu être réorienté vers l'économie du XXIe siècle. Et donc, au-delà du transport de marchandises, au-delà de la valeur touristique et de l'offre touristique des Émirats, on voyait une orientation vers plus de technologie, plus de e-commerce, plus de résonance sur plus de systèmes de sécurité. Donc, c'est vraiment pour moi les deux points que j'ai pu constater en commun. Ok, quelques chiffres peut-être sur la zone. Je vais essayer de passer un slide en même temps, si j'y arrive, pour bien repartager, notamment le fait que les Émirats, en fait, il n'y a pas que Dubaï, il y a plusieurs Émirats, et puis pour voir un petit peu les voisins qui sont des gens intéressants. Alors, il y a effectivement 7 Émirats. Le plus important en surface, en superficie, c'est celui d'Abu Dhabi. Ensuite, Dubaï. Et puis, au nord, les Émirats de Sharjah, qui est un peu connu parce que l'aéroport de Sharjah a eu effectivement une résonance dans les connexions entre l'Europe et l'Asie aussi. Il y a l'Émirat de Ras Al Khaimah. Il y a celui de Fujairah qui, lui, donne l'ouverture sur le golfe d'Oman. Et puis, il y a un tout petit émirat dont personne ne se souviendra le nom, c'est Al-Quwain, qui est vraiment, en plus, lui, une enclave dans l'enclave. C'est-à-dire qu'il est au sein même, il est cerné par l'émirat de Sharjah. Donc, c'est un ensemble qui est régi par une fédération. Le rouleur de la fédération est le cheikh d'Abu Dhabi et qui a constitué un gouvernement autour avec les différents rouleurs des Émirats et dont le plus important après celui d'Abu Dhabi et celui de Dubaï. Donc c'est un ensemble qui est assez homogène dans certains aspects. Il y a effectivement des règles fédérales, mais on voit aussi quand même des différences en matière de réglementation, d'accueil aussi des investissements qui vont être différentes en fonction de chaque émirat. Les uns et les autres cherchant bien évidemment à attirer le plus possible d'investissements. La manne pétrolière, est plutôt sur Abu Dhabi, hein, donc, et Dubaï, il y a plus de pétrole, ou quasiment pas. Enfin, si, il y en a peut-être encore un peu, mais… En fait, on voit se dessiner, oui, une ligne de partage des eaux qui se fait au niveau d'Abu Dhabi et de Dubaï. Dubaï, effectivement, c'est la puissance industrielle avec toutes ses réserves énergétiques et d'énergie fossile. Et Dubaï qui est plus ouverte sur l'international, ayant transformé finalement ses carences d'énergie et de ressources en intelligence, donc en service, et en service logistique, en service touristique, en service de toute nature. C'est vraiment une plateforme aujourd'hui d'entreposage, de valeur ajoutée qui est importante. Donc, si on veut illustrer un peu la relation Abu Dhabi et Dubaï, on pourrait, avec une fable de La Fontaine, on pourrait dire la cigale et la fourmi. Le côté plus laborieux à Abu Dhabi et le côté un petit peu plus festif à Dubaï. Mais on le voit aujourd'hui, la cigale est quand même toujours à repenser son modèle parce qu'elle a cette obligation à imaginer un devenir à chaque fois que les fondamentaux sont ébranlés. Et on le voit avec la crise. Dubaï, dont les trois piliers s'appuient sur le tourisme, la logistique et puis le retail, le commerce. Voilà.
doit repenser son modèle économique, et c'est ce qu'elle fait. Et ce sera la thématique même de cette exposition universelle, puisque ce sera le coup d'envoi d'une nouvelle façon d'imaginer l'avenir dans un modèle économique avec une projection à 15 ans, à 20 ans dans les Émirats et plus sérieusement et plus probablement à Dubaï. Comment sont vus les Français, enfin, l'image de la France sur la zone, c'est quelle image? Ben, en fait, on a la chance d'avoir une relation bilatérale qui est vraiment exceptionnelle. On a beaucoup d'intérêts en commun, on partage beaucoup de sujets à la fois bilatéraux mais également mondiaux sur lesquels on échange très librement. Maintenant, ne nous leurrons pas, on n'est pas encore au niveau d'échanges commerciaux, d'échanges économiques ou de volume d'échanges qui seraient à la hauteur de cette qualité de relation amicale, culturelle, militaire. Je rappelle qu'il y a une base militaire à Abu Dhabi et que tout ça contribue bien évidemment à faire du rayonnement de la France, mais qu'on a encore des marges de progression sur des produits de consommation, on a encore des marges de progression sur une offre technologique. La France est connue à travers ses marques de luxe. Le luxe français a connu en plus cet été une croissance incroyable parce que les Émiriens, empêchés dans leur déplacement à l'étranger, ont reporté leur envie irrépressible de consommation sur les points de vente qui étaient disponibles et très accueillants aux Émirats arabes unis, dans les malls climatisés, alors qu'à l'extérieur, il fait 45 degrés. Donc là, on est vraiment, après bien sûr, les entreprises françaises, et la plupart d'entre elles, la plupart de celles du CAC 40 sont toutes présentes aux Émirats, donc que ce soit Thales, Total, Engie ou les grandes entreprises de l'informatique. Il y a un spectre très large, donc, et ce qui est aussi le reflet de l'export français. On a un export français qui est très équilibré aux Émirats. Il n'y a pas un secteur en particulier qui se dégage, donc on n'a pas le risque du monoproduit, monopays. On a finalement autour de certains piliers tels que la santé, tels que le retail, tels que les services à l'industrie, tels que les services des technologies. Atos est présent ici et fait énormément de bonnes affaires et de bons contrats. Donc, on a vraiment dans l'ensemble des secteurs, mais ces secteurs, ils existent à Dubaï parce qu'il y a également cette dimension et cette position très stratégique de l'Émirat, enfin les Émirats arabes unis, qui est quand même le troisième centre de réexportation mondiale, qui est le premier pôle logistique régional, parce qu'il faut aussi avoir en tête cet ensemble régional, avec un voisin, l'Arabie saoudite, à plus forte démographie, et avec en plus des projets de développement économique très importants. Et puis, c'est aussi la plus grande surface commerciale au monde. Donc, c'est vraiment un lieu, un carrefour qui réunit beaucoup de courants d'affaires, qui est une mosaïque aussi, parce qu'il y a une forte présence démographique du sous-continent indien. Il y a, pour vous donner un peu de chiffres, la population des Émirats, c'est 11 millions. Sur ces 11 millions, seuls 10% sont des Émiriens, donc 1,1 million. Le reste, c'est 3 millions d'Indiens, c'est des Pakistanais, c'est des Népalais, c'est des Européens. Il y a 60 000 ressortissants anglais, il y a 30 000 Français qui sont aux Émirats. On voit bien que c'est vraiment un melting pot incroyable. C'est ce qui fait d'ailleurs toute sa richesse. Donc, les Émirats sont à la fois en soi un marché concurrentiel, certes, mais c'est un marché où lorsque l'on a une approche différenciée, lorsque l'on a une préparation qui est au niveau de la concurrence, parce que le monde entier est à Dubaï, il y a des opportunités, car la notoriété des entreprises françaises est plutôt bonne, et la réputation des entreprises françaises y est plutôt bonne. Donc, c'est aujourd'hui, quand on va s'assurer que l'offre correspond à une demande, le taux de transformation est plutôt élevé. Okay.
Merci pour ce panorama, Jean-Pierre. Alors, toi qui es chef d'entreprise sur place, comment tu juges, quelles sont les opportunités que tu vois pour les entreprises françaises? Alors, on a parlé de la dimension régionale des Émirats arabes unis. Ça, effectivement, c'est important. Frédéric l'a souligné, Dubaï Airport, troisième aéroport au monde. Jebel Ali, qui est le port logistique, le septième au monde. Donc, il faut vraiment, quand on arrive aux Émirats, il faut vraiment penser région, éventuellement Afrique et Asie aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Alors, il y a des opportunités qui se dégagent, bien sûr, avec la Covid en ce moment, on a des secteurs qui bougent plus que d'autres. Je pense au secteur de la santé, je pense à l'agroalimentaire aussi. Je crois que les Émirats ont pris conscience qu'il y avait une très forte dépendance alimentaire avec des importations massives et en local pas grand-chose. Donc il y a effectivement une réflexion qui est faite en ce moment, mais pas qu'aux Émirats, hein, dans les autres pays, sur par exemple la réduction de la dépendance alimentaire et augmenter justement cette capacité industrielle locale. Dans le secteur agroalimentaire, on a parlé de Carrefour, il y a une cinquantaine de Carrefour aux Émirats. Quand on regarde au niveau alimentaire, on a des nouveaux secteurs comme le bio, tout ce qui est vegan qui se met en place. Et puis on a parlé de différenciation et là on vient peut-être aussi toucher le thème de l'innovation, c'est-à-dire est-ce qu'on va effectivement ramener des produits qu'on va trouver sur le marché et dans ce cas-là, on va se battre avec des prix ou est-ce qu'au contraire, on va ramener de la valeur ajoutée, quelque chose qui va faire qu'on va aider le pays à grandir. Donc en termes d'innovation… Est-ce qu'on est toujours sur un marché de l'excellence? Parce qu'on dit toujours que, enfin, moi qui suis allé un certain nombre de fois à Dubaï, on a quand même cette recherche de l'excellence qu'on n'a peut-être pas ailleurs. Et est-ce que c'est toujours aussi vrai aujourd'hui? Alors, c'est vrai que c'est un pays qui veut se mettre en avant et qui veut montrer qu'effectivement, il réussit. Et un pays qui est riche, hein, qui est très riche, avec des fonds souverains qui sont là, qui peuvent pallier justement aux difficultés qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc, automatiquement, il y aura un redémarrage. Et il y a déjà un redémarrage qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on peut voir en Europe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, quand on a les moyens, on peut se permettre d'attirer des innovations dans l'ensemble dans le monde entier, en fait, c'est ça, en fait. Hein, ils peuvent très bien aller chercher une technologie américaine, comme une technologie chinoise, comme une technologie française. Donc, c'est vraiment là où il faut être au cœur de ça. Et puis, il y a des réflexions aussi sur des thématiques. On a parlé tout à l'heure de 2013 avec le printemps arabe, où effectivement, les gouvernements se sont dit qu'il faut faire plus de choses pour la communauté locale, en termes d'éducation, en termes de transport, en termes de sécurité. Donc là aussi, on a parlé tout à l'heure de Thales, par exemple, qui a remporté de très bons projets, dont par exemple l'extension du métro pour ramener les gens au site de l'Expo 2020. Donc tout ça fait qu'effectivement, ça crée des opportunités, pour les sociétés françaises. Alors, pendant un temps, on parlait, et puis de toute façon, on voit à Dubaï le nombre de constructions, l'immobilier, c'est absolument incroyable. Bon, ensuite, l'immobilier a très souvent des crises, en fait. Hein, les Oui. crises immobilières sont quand même assez connues à Dubaï. Aujourd'hui, il y a encore des opportunités dans l'immobilier ou est-ce qu'on est on est au bord d'une crise? Alors aujourd'hui, je crois qu'ils sont à un stade où ils vont sélectionner effectivement le développement qui va être fait par rapport à tout ce qui est immobilier. Mais il ne faut pas oublier que quand on regarde Émirats arabes unis, tout à l'heure Frédéric parlait de tourisme. C'est vrai que le tourisme est très important aussi. Et puis c'est un pays qui attire aussi au niveau de la région. Hein. Donc c'est vrai que si on se déplace dans le Moyen-Orient et on ne va qu'à Dubaï, je pense qu'on aura une mauvaise perception des autres pays du Moyen-Orient. Parce que si on va en Arabie Saoudite, ça n'a rien à voir avec les Émirats. Si on va au Qatar, ça n'a rien à voir. Si on va à Oman, ça n'a rien à voir. Et je crois que justement, c'est aussi la spécificité de la zone, c'est qu'il faut se mettre un petit peu comme dans le même contexte que comme si on était en Europe ou en France, on est différent des Anglais, on est différent des Allemands. Et c'est peut-être ce qui rajoute un petit peu de complexité, c'est qu'il faut vraiment penser local, régional, avec cette spécificité que chaque pays peut avoir. Alors, toi qui es là-bas depuis 25 ans, et je vous reposerai la question un petit peu à tous quand même, enfin, à moins que Claire ait tout dit, mais la clé du développement commercial sur la zone, c'est quoi?
les trucs vraiment qui te paraissent hyper importants pour décrypter les facteurs de réussite aux Émirats, c'est quoi? Oui, alors, effectivement, moi, je suis arrivé en 96. On était 350 Français à Dubaï et on avait 2,5 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y en a 11 millions et on a une communauté active de 30 000 Français. C'est vrai que moi, j'ai vécu toutes ces crises. La crise de 2001, j'ai vécu toutes ces crises. Et à chaque fois, on disait, ouais, non, Dubaï, c'est fini. Et à chaque fois, ça repart. Parce que c'est un pays qui a été justement confronté à des crises, qui n'aime pas spécialement les crises, et qui va tout de suite se dégager de la crise, ou du moins mettre les moyens. On a juste à regarder la crise sanitaire. 8 millions de tests ont été faits. Donc, il y a des moyens qui sont mis en place. Alors, c'est vrai que quand on est dans la région, la première chose à faire, c'est déjà de voir sur le long terme. On a un facteur temps qui est là. Il ne faut pas arriver pour du court terme. Et ça, les personnes ne l'aiment pas spécialement. Justement, elles veulent des sociétés françaises qui vont s'inscrire dans une durée. Il ne faut pas oublier la diversité locale. Tout à l'heure, Frédéric le disait, 10% de la population qui est émirati. Et ensuite, on va avoir un acheteur indien, un acheteur pakistanais, un acheteur égyptien, un libanais, un français, un anglais. Donc, il faut réussir, déjà dans un premier temps, il faut parler l'anglais, et non pas spécialement l'arabe, mais l'anglais est obligatoire, ça c'est clair. Et puis ensuite, il faut décoder toutes ces cultures. Et c'est là où ça devient difficile pour une société française. Parce que si on va en Égypte, on voit des Égyptiens, on va en Inde, on voit des Indiens. À Dubaï, non, ça va être totalement différent. Donc, il va falloir décoder ces cultures. Et pour décoder ces cultures, je crois que ce que disait Frédéric est très, très important, c'est la préparation. Il faut se préparer en amont. Et c'est pour ça que dans cette mission, justement, qu'on met en place, on parle de préparation. Et puis ensuite, être accompagné, parce qu'en étant accompagné, effectivement, on peut accélérer une croissance, on peut accélérer son développement commercial, on peut avoir un suivi local, même à distance, on le voit aujourd'hui. On a de l'e-prospection, de l'e-mission. Avec Frédéric, c'est la même chose. On fait des visios, des choses et tout. On continue ce contact local, donc ça, c'est important. Et puis, bien sûr, si la société a les moyens, avoir une présence locale, là, effectivement, c'est… On est toujours obligé d'avoir un sponsor pour s'implanter Oui, alors… Oui, on a un système de zone franche qui fait que de la zone franche, on peut avoir un capital à 100% et on peut même stocker son matériel en zone franche et ensuite réexporter dans le reste des autres, de la région, des autres pays. Mais effectivement, quand on arrive à l'intérieur du pays, il faut soit trouver un distributeur ou un intégrateur, peu importe, mais quelqu'un qui va déployer la solution, ou autrement monter une société avec un partenaire local. Pour l'instant, on a toujours effectivement cette notion de partenaire local en place. Alors pour compléter les propos de Jean-Pierre, un complément, si on fait un peu une approche avec deux familles d'offres de PME et de PMI françaises, une approche pour les produits de consommation, je pense qu'il faut, par rapport à ça, savoir que, comme je le disais tout à l'heure, les Émirats arabes unis, Abu Dhabi et Dubaï sont vraiment des villes mondiales. Donc, on y retrouve l'ensemble des marques du monde. Donc, que l'on marche dans les rues de Shanghai ou que l'on marche dans les rues de Dubaï, on a les mêmes enseignes. On a les mêmes, qu'on soit dans le mall de Dubaï ou dans les malls aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, on a les mêmes enseignes. Donc, il faut avoir ça à l'esprit, c'est qu'on est dans un monde globalisé et dans une offre qui est déjà bien fournie. Après, sur le volet alimentaire, on a des opportunités parce que, crise ou pas crise, il faut continuer à s'alimenter. Et donc là, on voit bien aussi que le secteur de l'agroalimentaire, pendant la crise qui a démarré en mars, on a eu très peu de pertes en ligne. Il y a une légère inflation des prix, ce qui n'est pas non plus anormal parce qu'il y a des surcoûts qui sont liés à la logistique. On a perdu un petit peu les capacités de maintien des supply chains. Mais sur l'alimentaire, c'est pareil. Et là encore, l'offre française est reconnue, elle est légitime dans les produits laitiers, dans les produits de la boulange, voilà. Donc après, il faut s'assurer que par rapport aux questions à la fois de réglementation ou la question du halal, on voit bien qu'il y a un certain nombre de procédures à satisfaire, mais qui sont pas forcément plus compliquées qu'ailleurs.
que l'on soit à vendre des produits carnés aux États-Unis, c'est pas simple non plus, ou des produits carnés en Chine, c'est pas simple non plus. Donc après, sur plutôt la deuxième famille de produits qui est du B2B, donc plus industriel, plus entreprise, là, je crois que le message il est celui de la production de valeur ajoutée accompagnant les stratégies de diversification de l'économie des Émirats arabes unis. Donc, on voit trois pôles clairement qui se distinguent. Le premier, c'est Abu Dhabi, avec le développement du secteur énergétique et cette volonté affichée de modifier le mix énergétique aux Émirats et de laisser une part moins importante aux énergies fossiles pour plus d'énergie renouvelable. Et je pense notamment à l'exemple de Masdar avec la production d'électricité via le photovoltaïque et les implantations industrielles de pointe. Abu Dhabi s'est également clairement positionné comme un hub culturel avec le musée Le Louvre Abu Dhabi. Et là, merci la France. Ça a été très emblématique, mais on voit bien que l'Émirat d'Abu Dhabi affiche cette volonté de créer une offre culturelle attirante pour les visiteurs. Le deuxième pôle qui se dégage, c'est le pôle de Dubaï, avec des infrastructures. Jean-Pierre a cité le prolongement de la ligne de métro pour effectivement pouvoir conduire les visiteurs sur le site de l'Expo universelle. Mais il y a aussi l'optimisation de ce statut de plateforme commerciale et financière. Et comme par hasard, on était à un moment où la place financière de Hong Kong perd de son rayonnement, de son importance, de sa puissance de frappe, qu'il y aura probablement un report sur Singapour, mais que si l'on va encore un peu plus à l'ouest, on va arriver à Dubaï. Et donc, clairement, l'offre française de fintech, de solutions permettant de pouvoir travailler sur ces sujets de place financière, eh bien, pourront également trouver un écho dès lors qu'elles constituent une valeur ajoutée qui accompagnera ce mouvement. Troisième pôle que l'on peut identifier, c'est le pôle des Émirats du Nord, où là, on est plutôt sur les grands projets d'infrastructure, l'eau, l'électricité, le parachèvement du terminal pétrolier de Fujairah, dont je rappelle qu'il est, et c'était le début de ma présentation, il est sur la mer d'Oman, il n'est pas sur le golfe Persique avec le détroit d'Ormuz. Donc c'est stratégique parce que le détroit d'Ormuz fait l'objet parfois de quelques petites escarmouches militaires ou différentes de piraterie, et que en ce sens-là, le terminal pétrolier de Fujairah, dans sa capacité de stockage de produits pétroliers, apporte une garantie beaucoup plus sûre que certains passages un peu plus sonores. Et ensuite, l'intensification des dépenses à caractère social, le désenclavement, les logements, la santé, l'éducation. Donc, on est bien sur ce mouvement de transition pour lesquels il y a déjà une connaissance locale et une expertise, mais il y a des niches dans lesquelles l'offre française est tout à fait pertinente. Et dès lors que la démonstration est faite de la valeur ajoutée de l'offre, s'inscrivant dans le sillon de ces réformes structurelles et de cette diversification stratégique, eh bien, les opportunités sont au rendez-vous. Marc, je voulais rajouter quand même quelques points. L'évolution qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est un écosystème qui vraiment bouge et s'adapte. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que ce qu'on connaissait fin 2019, début d'année, par rapport à maintenant, est plus vrai. Donc, je pense qu'il faut, au niveau commercial, déjà refaire un audit, effectivement, un scan de la zone. C'est-à-dire, moi, j'ai vu des sociétés qui perdaient l'enregistrement de leurs produits avec un distributeur parce que voilà, il était en difficulté. Donc ça, c'est quelque chose d'important. L'écosystème bouge, donc je pense que c'est important. Et le digital aussi. On a une transformation digitale sur la zone qui est quand même très importante. Les Émirats, un pays pratiquement connecté à 100% à la fibre optique, un des premiers pays au monde, et on a de plus en plus une offre digitale qui se met en place. On a vu des centres commerciaux, enfin des retailers comme Carrefour par exemple, mettre en place des solutions de livraison à domicile. Donc le digital, important. Et puis après, pour
tout ce qui est industriel, je rajouterais en complément qu'il faut aussi parfois arriver avec une offre et une solution plutôt que de vendre simplement un produit, ou du moins si on vend un produit, s'assurer qu'on peut l'inscrire dans une solution. Parce qu'au niveau technique, parfois on n'a pas toute la maîtrise en local et on voit des industriels français qui effectivement ont le produit, viennent accompagner l'intégrateur sur place dans l'installation, dans toutes ces choses-là, s'occuper du testing, du commissioning, mais ne vont pas pour autant faire le déploiement. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi très importantes. Et puis dans la recherche de distributeurs, puisqu'on parlait de clés du développement commercial, quand on a un distributeur à Dubaï, potentiellement, il peut aussi être distributeur régional. Et ça aussi, c'est un atout à prendre en considération. Et vice-versa, quand on a gagné en intelligence sur un marché voisin dont une partie de la démographie est présente aux Émirats arabes unis, c'est un atout. Je vais illustrer mon propos par un exemple très concret. Une marque de prêt-à-porter française, dont je tairai le nom, a une success story avérée en Inde. Eh bien, elle a orienté la localisation de son premier flagship store à Dubaï dans un centre commercial dont elle savait, par rapport à une étude de marché que nous avions réalisée pour elle, que la zone de chalandise était principalement destinée à une clientèle d'origine indienne. Et donc, ça a permis de pouvoir ancrer ce premier magasin dans des conditions de succès qui étaient déjà quelque part préparées, parce que la clientèle indienne avait déjà cette marque en visuel et pouvait donc reproduire ses achats à Dubaï avec cette ouverture de magasin. Donc, il ne faut pas hésiter également à gagner, à collecter l'intelligence marché déjà gagnée par l'entreprise et à l'utiliser dans une logique de billard à 2 bandes, à 3 bandes même. C'est ça Dubaï aussi. Allez Marc, pour cette première partie de présentation de Dubaï, une petite conclusion ou un rapport d'étonnement aussi par rapport aux entreprises régionales, finalement, que tu connais bien parce que tu les vois bien. Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent plus particulièrement à mettre en valeur? Oui, merci Marc. En tout cas, moi, je souscris complètement évidemment à tout ce qui a été dit. C'est vrai que depuis que j'ai quitté il y a 1 an, les choses ont bougé, mais ce qu'on voit bien, c'est que les grands fondamentaux sont toujours là. Il est vrai qu'on est sur un marché extrêmement mature, extrêmement ouvert, extrêmement dynamique, mais aussi, on l'a dit, ça a été dit par Frédéric et Jean-Pierre, mais aussi très exigeant, très compétitif. Donc, on est sur un marché, on va rechercher des produits innovants. On va rechercher des produits qui, effectivement, permettent de monter en valeur ajoutée ou faire gagner de l'argent, si on peut dire, pour parler simple, à nos interlocuteurs locaux. C'est ce qu'ils vont rechercher, parce que c'est aussi ce qui les anime. Des solutions de préférence quand on peut et quand ça se présente selon les secteurs. Dans les biens de conso, évidemment, il est important d'avoir un nom, une marque. C'est très, très recherché, bien évidemment. Donc, les opportunités sont nombreuses. Je crois que ça, on l'a tous dit, on est tous bien conscients. L'offre française, dans ce cadre-là, est extrêmement bien adaptée. Elle est très riche, elle est très variée et elle est reconnue, ça a été dit aussi. Donc, le petit mot de conclusion à l'adresse des entrepreneurs régionaux, c'est de dire allez-y, évidemment. Allez-y en vous préparant, ça a été dit aussi. Allez-y en vous faisant accompagner. Bon, là, on a les instruments pour. Allez-y dans une perspective de long terme, ça a été dit aussi. Et allez-y aussi dans une perspective régionale, parce que le hub de Dubaï est le hub de la région de la grande zone proche et Moyen-Orient. Voilà ce que je pourrais dire, Marc, en guise de petite synthèse, pour autant que je puisse me permettre de faire une synthèse. Merci de la synthèse. On va passer à l'aspect plus événement exceptionnel, puisque là, je pense que dans les prochains mois, enfin, d'ici 1 an, on aura exactement 1 an finalement, parce qu'en fait, l'exposition universelle commence dans 1 an, moins 4 jours, je crois, à peu de choses près, ou moins 6 jours. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant et ça va être quand même l'événement, le plus gros événement qui n'ait jamais eu lieu sur la zone, je pense. Hein, Frédéric, Ah ben oui, c'est le rendez-vous à ne pas rater des Émirats arabes unis et dans la région, c'est clair. L'Expo universelle, c'était au départ avec une ambition d'être the greatest show in the world. Et donc, il y avait cette notion, avant que la date ne soit modifiée pour un report, donc avec des nouvelles dates du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, c'était vraiment cette dimension presque de entertainment qui était
aussi la conséquence d'un héritage de ces fondamentaux qui ont bâti Dubaï. Et donc là, aujourd'hui, on voit qu'il y a une révision du gimmick, hein, du slogan. C'est plus the greatest show in the world, c'est the recovery, c'est la façon dont finalement on va pouvoir bien apprendre de cette crise qui touche tout le monde, où que ce soit dans le monde. Il n'y a personne qui a été épargné, et d'apprendre sur finalement bien ce partage d'expérience et de bâtir un peu les fondamentaux de demain. Donc c'est là le nouveau slogan, c'est là la nouvelle ambition de l'exposition universelle qui sera un grand rendez-vous avec une participation importante de pays, on en attend plus de 190, avec également des inédits, puisque depuis l'accord de normalisation entre les Émirats arabes unis et puis Israël, on voit aujourd'hui dans la presse une montée en puissance d'une communication qui s'opère autour de cette présence israélienne. Et là aussi, c'est quand même le signe que les deux pays entrent dans une relation commune, non seulement une relation politique, parce que c'était le sens de l'accord de normalisation, mais également une relation commerciale. Et donc, la France, dans cet ensemble, bien évidemment, jouit d'une notoriété et d'une image de marque fantastique. La France, c'est aux Émirats, c'est quand même un pays où beaucoup d'investisseurs émiriens ont sinon une propriété, sinon des propriétés, sinon des immeubles, sinon des intérêts commerciaux, industriels. Donc, il y a effectivement cette relation avec la France qui est très forte. Et puis, il y a les autres pays de la région qui viendront participer à l'exposition et qui, bien évidemment, viendront sur ce pavillon France qui a une prestance incroyable, avec une thématique qui est un peu à double sens. C'est le pavillon de lumière, les lumières de la France avec le siècle des Lumières, et puis les lumières, la luminosité et tout l'éclairage que ça va donner, ce rayonnement. Donc, un pavillon qui a une double vocation. La photo, elle est magnifique, hein, vraiment. Et si beau que ça, vraiment, ça sera superbe. Hein. Écoute, en tout cas, ça en prend chemin. Moi, j'étais voir le chantier en juillet et j'ai pu me tenir sur le 3e étage, là où il y a la terrasse. Ouais. Et on a une vue splendide, ouais. Et le pavillon est très, très, très beau. Donc, et en fait, le 3e étage sera l'étage qui sera principalement dédié au business, au B2B, aux entreprises françaises qui voudront organiser des événements, valoriser leur technologie, leurs solutions, leur savoir-faire, organiser des rencontres d'affaires, des présentations. Et Business France, comme l'ensemble des partenaires, et notamment avec vous, les OSCI de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on y travaille puisqu'on a ce projet de mission. Mais l'idée, c'est de pouvoir être dans une dynamique de rencontres extrêmement dense, puisque la présence de nombreux pays en atteste. Il y aura des hommes d'affaires de plus de 190 pays. Donc, trois thématiques dans l'expo. La thématique de la mobilité au sein de laquelle le pavillon France se situe, la durabilité et l'opportunité. C'est vraiment la plateforme de tout ce qui est commerce et puis la plateforme de hub aussi de Dubaï. Un espace qui est très important, hein, qui est vraiment une superficie. Le chantier est colossal. Et puis au centre, le pavillon émirien qui s'appelle Wasl. Wasl en arabe, ça veut dire la connexion. Donc on voit bien aussi toute la thématique de cet État, de ce pays, de cette fédération qui veut rassembler, puisque c'est à travers la connexion que le rassemblement s'opère entre les trois thématiques. Donc, la durée de l'exposition sera jalonnée par un nombre de semaines au cours desquelles… Il y a un programme avec toutes les semaines des choses différentes. Oui. Et là encore, eh bien, on s'est appuyé pour construire les thématiques de ces semaines sur des raisonnements très simples. Hein.
quelles sont les opportunités que l'on a détectées à la fois aux Émirats mais dans la région, avec des opportunités par secteur d'activité. Quelle est en face la pertinence de l'offre française qu'on peut valoriser et quelle est la programmation des événements collectifs, salons ou autres qui se tiendront en parallèle à l'exposition universelle de Dubaï. Donc, vraiment une convergence d'intérêts, l'assurance qu'on met vraiment toutes les chances de notre côté pour optimiser les opportunités de contact à valeur ajoutée, les opportunités de contact qualifiées et pour permettre un rayonnement aux entreprises, de la visibilité, mais pas que, mais du business aussi avec des rendez-vous d'affaires qui seront organisés en marge des programmes de visite du pavillon France. Donc, vraiment, une très belle histoire à écrire, un bel outil, le pavillon est magnifique, et un rendez-vous mondial, donc qui sera dans la veine de Milan, dans la veine de Shanghai en 2010, et autre exposition universelle à laquelle j'ai eu la chance de pouvoir participer. Alors, ça commence début octobre 2021. Le premier. Ça finit, je ne sais plus quand, en avril mars, 31 mars. 31 mars. Et ensuite, effectivement, donc, toutes les semaines, on change de thématique, ou tous les 15 jours, je ne sais plus. Oui, toutes les semaines. Toutes les semaines, on change de thématique. Avec des thématiques, pour être honnête, certaines, je les vois un peu moins business, qui sont un peu plus culture ou rayonnement de la France, ou thématique française que business pur. Hein. Mais il y en a suffisamment, je pense, par contre, pour avoir quelques semaines qui correspondent bien à nos chefs d'entreprise tels qu'on les voit. Et donc, je pense qu'il faudra qu'on se positionne aussi, nous, dans les semaines qui vont bien, pour pouvoir rassembler aussi des gens. Après, c'est à nous, Marc, d'être suffisamment agile pour mettre du business dans la culture, mettre du business dans le sport, mettre du business dans d'autres thématiques. Donc, on voit, il y a du spatial, il y a de la santé, il y a de l'environnement, il y a du développement durable. Bien sûr, ces thématiques-là, les liens avec les opportunités d'affaires sont plus évidents. Mais quand on regarde plus en détail les industries créatives et culturelles, là aussi, l'offre française est pertinente et on a des choses à dire. On a des histoires à valoriser. Dans le sport, on a également, la France est quand même le premier pays organisateur d'événements sportifs. Alors, on a du mal à le croire, mais c'est très important, comme les événements culturels. Donc, on a un savoir-faire, on a une expérience, on a une expertise à partager. Elle est reconnue, mais à nous aussi de savoir la présenter, de savoir la présenter correctement et d'installer cette expertise dans la durée, dans le pays. Alors Jean-Pierre, comment est-ce qu'on va profiter comment on peut profiter de cette exposition universelle pour nous valoriser là? Tu vois la chose comment et comment, je crois que vous avez imaginé là tous ensemble un espèce de process entre guillemets avec des missions à la date pour pouvoir tout simplement faire découvrir aux entreprises ou faire en sorte que les entreprises puissent découvrir à la fois l'expo et à la fois faire du business. Oui, alors effectivement, donc profiter de cette expo universelle, c'est vrai que c'est la première fois au Moyen-Orient, donc effectivement, toutes les lumières, les projecteurs vont être tournés sur Dubaï l'année prochaine, ça c'est sûr. Alors, on s'est dit effectivement, quand on a discuté avec Frédéric et puis aussi avec Marc, on s'est dit comment effectivement on pourrait faire bénéficier justement les entreprises françaises de cette exposition et comment on pourrait effectivement mettre une touche business. Alors, on a imaginé avoir un groupe d'entreprises, ça peut être multisectoriel, ça peut être aussi sur un secteur, si un cluster a été intéressé d'avoir des entreprises d'un même secteur, mais ça peut être aussi multisecteur. Et le but, c'est de se dire, voilà, je vais prendre l'avion de Lyon ou de Paris, je vais me rendre à Dubaï, pardon, et puis une fois arrivé à Dubaï, eh bien, je vais avoir 1 ou 2 journées de rendez-vous ciblés avec des sociétés locales ou régionales, et puis bien sûr, avoir une journée de visite sur le salon Pavillon France. Donc ça, c'est la première chose.
Mais avant de prendre l'avion, on l'a dit tout à l'heure, il faut se préparer. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir discuter avec la société, de voir avec elle ce qu'elle propose, de revoir justement et de ticker tous ces valeurs ajoutées, d'avoir effectivement une offre qui soit différente de celle qu'on peut avoir aussi sur le marché là-bas en local. Donc voilà, on va commencer à discuter avec la société, essayer de rentrer un petit peu dans son business et puis comprendre ses produits, son service, les services qu'elle propose, l'offre, et puis mettre en place des rendez-vous B2B en local. Donc ça, c'est la première chose. On veut le faire main dans la main avec Frédéric, donc ça, c'est important. On dispose tous les deux d'équipes locales qui peuvent assister. Donc ça, c'était pour nous quelque chose… C'est l'illustration du partenariat public-privé. Exactement. Et je crois que on a cette dynamique en Auvergne-Rhône-Alpes. Marc pourra l'attester puisque tout à l'heure tu parleras du plan chèque relance export dont j'ai pu assister au lancement avec le ministre du Commerce extérieur lundi dernier. Et c'est vrai qu'effectivement, il faut rajouter des forces et des forces qui sont complémentaires. Ça, je crois que c'est important aussi de le dire, qui sont vraiment complémentaires dans l'intérêt de Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire une préparation amont avec une aide stratégique, si on peut dire, à la présentation du produit. Ensuite, on va sur place, on a des rendez-vous. On peut rentrer sur l'expo, je pense. Bien sûr. Le but, c'est d'avoir une journée. On va rentrer sur l'expo, on va visiter le pavillon France, ça aussi c'est important. Et puis, on a prévu d'avoir des rencontres aussi. On a parlé de solliciter les conseillers du commerce extérieur, par exemple, localement à Dubaï, mais pas que. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir une semaine d'animation très tournée business pour les entreprises françaises. Super. Et donc ça sera dès octobre ou ça sera en décembre? Alors, je sais que le cluster lumière qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais nous a dit qu'il voulait le faire une mission plutôt janvier autour de la lumière, de l'architecture, du design, parce que le design est un point important et je crois que la thématique design est présente début janvier ou à partir du 7 janvier ou chose comme ça. Oui. Je crois qu'il va s'inscrire là-dedans. Donc là, on peut peut-être thématiser, d'ailleurs, messieurs, les présences des différentes délégations qui vont venir, puisque si j'ai bien compris, l'objectif, c'est d'emmener entre 50 et 100 entreprises là-bas, ce qui est quand même très important. Exactement. Alors, on a pour l'instant pensé à une semaine du 10 au 16 décembre 2021 avec des préparations qui se feront à Lyon et à Paris en avril et en septembre prochain. Donc ça, c'est important. Donc il faut vraiment préparer sa mission. On n'est pas en train de parler de tourisme à visiter un pavillon et une expo. Donc le but, c'est vraiment d'orienter ça au niveau business. Ouais. En fait, Marc, excuse-moi. Excuse-moi, vas-y, Frédéric. Non, juste pour redonner un peu la perspective de la mission. C'est une séance de salle de muscu en France avant le départ. Voilà. Les to-do, what not to do, les recommandations de préparation. Donc, comment est-ce qu'on présente son offre, comment on la valorise, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Et ensuite, arriver déjà avec un minimum de connaissances pour que on perde un petit peu moins de temps et qu'on puisse entrer plus concrètement et plus rapidement dans le vif du sujet. Et ensuite, sur place, on passe à en fait une mission qui s'articule autour de trois. C'est un triptyque. Il y a un volet contenu où la délégation pourra suivre des mini-conférences, des mini-ateliers, mais très pratico-pratiques, voire sectoriels, parce qu'avec 50 entreprises, on peut imaginer très aisément qu'on pourra faire des sous-groupes sectoriels et là, avec le concours des équipes de Jean-Pierre, des équipes de Business France et d'autres partenaires, parce qu'on peut embarquer plus de personnes si la délégation est importante. On pourra imaginer des ateliers de cette nature, des ateliers sectoriels et des ateliers thématiques. La problématique de l'aide à l'implantation, la problématique des free trade zones, ça c'est encore d'autres sujets. Okay. Et donc ça c'est vraiment avec apporter le meilleur contenu intellectuel
de tout ce qui n'est pas disponible sur Internet avec des intervenants de première qualité. Deuxième volet, c'est le volet business. Et donc là, sur la base de l'expression de cahiers des charges qui seront produits par les entreprises françaises qui feront la délégation, qui feront le déplacement en termes de besoin de rencontres, de partenaires, de profiling, eh bien là encore, on pourra faire le métier qu'on sait tous faire et qu'on fait tous bien, qui est la mise en relation avec de très fortes exigences en matière de qualification, de matchmaking. Et puis ensuite, le troisième, donc ça, on a plusieurs demi-journées qui seront consacrées à ces rencontres professionnelles pour accroître les chances et les potentiels de développement des entreprises participant à la délégation en termes de business. Et ensuite, eh bien, il y aura effectivement un troisième volet qui est un volet plus visite du site et visite de l'expo universelle. On est là aussi pour ça. Et cette visite, voilà, cette découverte doit aussi permettre de pouvoir apporter plus de visibilité aux entreprises qui seront là. Donc, de faire, pourquoi pas, un point presse qui aura un retentissement ou d'inviter d'autres entreprises. On peut très bien imaginer un événement de networking sur le pavillon France à ce moment-là. Donc, c'est vraiment la combinaison de ces trois valeurs ajoutées, ces trois piliers qui est proposée dans la mission. Super. Marc, tu as été interpellé. Combien coûte la mission, au fait? Entre 3005 et 4002. D'accord. Tu as été interpellé il y a 2 minutes par Jean-Pierre et je profite que tu sois là pour que tu nous fasses peut-être quelques secondes sur ce nouveau dispositif d'appui à l'export qui a été annoncé par le ministre Franck Riester il y a quelques jours, puisqu'il est en train de faire son tour de France de la relance de l'exportation, qui en a bien besoin. Alors exactement, Marc. Notre ministre Franck Riester a annoncé, alors il a annoncé le 4 septembre la mise en place, dans le cadre du grand plan de relance France Relance nationale, d'un volet export donc, qui est conséquent. On parle de 250 millions d'euros. Et effectivement, il était à Lyon en début de cette semaine pour participer au premier Relance Export Tour, donc cette tournée des régions, pour informer les entreprises sur ce plan de relance et sur le dispositif financier d'accompagnement qui va être mis en place. Donc, on a eu le plaisir de l'accueillir. Et effectivement, c'est un financement qui est intéressant pour les entreprises, puisque donc, ce plan de relance prévoit divers sujets, dont un qui s'appelle le chèque relance export, qui est donc destiné aux entrepreneurs français qui veulent repartir à la reconquête des marchés internationaux, parce que c'est toute l'ambition, de pouvoir donc bénéficier, à concurrence d'un certain montant plafonné, d'un chèque relance export de l'État. Donc typiquement sur une mission comme celle qui est envisagée aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 1 500 € d'accompagnement par l'État, donc à titre de ce chèque relance. Donc c'est le plafond de 1 500 €. Bon, on en reparlera, on regardera les modalités, mais c'est bien ça. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est elle-même fortement engagée et a été la première à venir abonder ce plan de relance national et a décidé, elle aussi, de son côté, de mettre un petit peu d'argent. Alors, il y a une catégorie d'entreprises, là, pour le coup, ce n'est pas ouvert à tout le monde. L'effet est vraiment d'inciter les entreprises les plus petites, de moins de 50 salariés, à en bénéficier. Donc, pour l'abondement régional, on va être sur une catégorie d'entreprises un petit peu plus petite. Mais si les entreprises répondent aux critères, elles pourront bénéficier de 1 000 € supplémentaires. Donc, vous voyez, c'est quand même une aide très, très significative, très incitative. Et là, on en reparlera aussi, mais toute cette information sera disponible en temps voulu. Elle est déjà pour partie sur la plateforme des solutions régionales, pour mémoire, teamfrance-export.fr/Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, vous retrouvez toute l'information et les modalités. Mais on en reparlera de toute façon au moment de présenter l'offre liée à cette mission. Et pour mon information, une entreprise peut bénéficier de combien de chèques export? Alors, sur le volet de l'aide nationale, elle peut bénéficier de 2 chèques export pour une mission individuelle, 2 chèques pour une mission collective et 2 chèques pour le VIE, puisque le VIE va également être concerné. Donc, 6 chèques au total, ça peut représenter jusqu'à 19 000 € d'aide, 21 000 si on intègre l'aide régionale. Vous voyez, c'est conséquent.
Il y a des conditions d'éligibilité, bien sûr, mais c'est une vraie aide qui sera apportée. Mais sinon, tout ça rentre dans une assurance prospection BPI, je pense. Alors bien sûr, après, il y a les dispositifs plus classiques que propose BPI, qui là aussi, dans le cadre du plan de relance, font l'objet de facilités, de modalités particulières pour justement être collés au plus près des besoins des entreprises en ce moment un peu compliqué. Et ça, c'est intéressant parce qu'on parle de BPI, mais c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que dans les phases de préparation, effectivement, il y a une réflexion par rapport à ça. Et on le voit bien aujourd'hui dans le contexte actuel, les sociétés qui s'en sortent le mieux sont celles qui ont vraiment diversifié leur chiffre d'affaires en exportant sur des nouveaux marchés. Donc, je pense qu'il faut profiter justement de cette croissance, de voir qu'il y a des zones dans le monde qui redémarrent plus vite que d'autres. On parle de l'Asie. Le ministre du Commerce extérieur, lundi dernier, a cité le Moyen-Orient, avec l'Afrique aussi, mais il a cité le Moyen-Orient. Donc effectivement, je pense qu'il faut profiter. Là, on a vraiment un réel avantage. Et Marc, je crois que c'est les premiers arrivés, les premiers servis, d'après ce que Premier arrivé, premier servi, effectivement, un vrai effet de levier. Alors, cette aide, il faut quand même préciser qu'elle est valable donc, du 1er octobre de cette année, donc ça y est, c'est parti, jusqu'au 31 décembre de 2021. Ouais. Donc, la mission, il est bien qu'elle soit effectivement concentrée sur 2021 pour pouvoir bénéficier pleinement du dispositif. Ce sera un peu moins. Mais ça veut dire qu'on peut très bien monter un dossier maintenant d'éligibilité pour avoir une mission qui effectivement se fera comme on le propose nous fin 2021. Exactement. On encourage vraiment les entreprises à se manifester rapidement. Il y a un effet de levier qui va être important là sur cette mission. Bon, super. Je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent poser des questions sur le chat qui est juste à côté là et sur lequel ils peuvent, au cas où, bénéficier aussi d'une réponse. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi demander un rendez-vous qui est juste en dessous. Là, je dis ça, c'est juste en dessous. Aux experts qui sont là, si vous avez envie tout simplement de demander un conseil pour vous tout seul, comme ça vous permettra d'avoir des réponses à vous. Question, tiens, toc, qu'est-ce que je vois? Excusez-moi, je lis en même temps. Un mot sur l'entrepreneur français qui se pose aujourd'hui la confiance à avoir sur l'export. Oui, est-ce que est-ce qu'on peut encore exporter? Ben oui, on peut encore exporter. Enfin, vous voyez, tu vois encore des entreprises qui font appel à tes services, Frédéric ou Jean-Pierre? Alors, oui, vas-y, Frédéric. Bien sûr. Et en fait, on peut même exporter en étant à Lyon, à Grenoble ou à Saint-Étienne, puisque grâce à la visioconférence, on a pu organiser des missions de prospection digitale. Ça marche, hein? Alors, ça marche dans la mesure où, effectivement, ça permet de valoriser l'offre, de qualifier l'intérêt et d'aller jusqu'à un certain point où on se dit, bon, ben, on est d'accord. En revanche, le point de limite de l'exercice, c'est que dans la culture des affaires dans la région, je doute fort qu'un jour, on signe un contrat sans s'être topé dans la main. Parce qu'il y a quand même ce besoin de relations humaines, de liens relationnels entre les individus, parce que c'est ce qui fait la confiance aussi. Et puis, deuxième sujet, c'est que nous n'avons pas encore atteint aux Émirats et dans les autres économies voisines d'environnement numérique sécurisé au point que, comme c'est le cas en France avec ChamberSign, avec les signatures numérisées, et ainsi de suite, on peut le faire. Alors qu'ici, on n'est pas encore dans cette capacité technique à se dire, bon, ben, effectivement, la signature de celui que je reçois, c'est bien la signature de celui que j'ai eu en face de moi et qui est la même personne. Donc, il y a cet environnement-là. Puis après, de toute façon, il y a aussi les limites de l'exercice qui sont les limites culturelles. Mais en revanche, la prospection à distance, ce n'est pas la panacée, c'est un palliatif pour continuer à garder le contact avec ses partenaires, à alimenter la flamme avec ses prospects, mais ça n'est pas un substitut. Sinon, on ne parlerait pas d'organiser cette mission aux Émirats arabes unis, parce que de toute façon, à un moment donné, rien
ne remplace le déplacement pour se faire son avis sur place. Parce qu'il y a 1000 choses que l'on capte qui ne sont pas du tout des éléments d'information qu'on peut collecter dans une visioconférence. Donc, le simple fait de se déplacer, d'aller dans un rendez-vous à l'extérieur, d'aller dans une usine, d'aller dans un bureau, donne tout un tas d'indications que l'on ne peut pas glaner, que l'on ne peut pas collecter dans une visioconférence. Donc, la mission digitale, ça fonctionne, mais quand on n'attend pas d'autre objectif que celui de continuer à avoir une relation avec son partenaire, son prospect ou son client. Donc, voilà. Mais on voit des entreprises, depuis que maintenant on peut voyager aux Émirats, donc on peut arriver à Dubaï sans autre formalité autre qu'un test PCR d'une validité de moins de 72 heures et un certificat d'assurance maladie. Mais sinon, les gens viennent. On ne peut pas aller à Abu Dhabi en revanche. Enfin, on peut y aller, mais disons qu'on s'expose à une quatorzaine avec pose d'un bracelet de géolocalisation. Mais Dubaï et les autres Émirats, des Émirats arabes unis, sont aujourd'hui ouverts pour le business et pour les touristes. Et pour compléter justement ce que dit Frédéric, en mars de cette année, on attendait plutôt juin pour voir où ça allait nous emmener. En juin, on a plutôt parlé de septembre. Septembre, on était plutôt sur la fin d'année. Et en fait, moi, je vois de plus en plus de sociétés qui justement se disent, tout compte fait, on n'a pas voyagé, on n'a pas payé de billet d'avion, on n'a pas payé d'hôtel, on n'a pas payé de resto. On a une ligne budget quand même qui est… On vend peut-être un peu moins, mais on a aussi dépensé moins. Et pourquoi pas mettre un peu de ce budget justement dans du contact, dans du suivi local. Parce que je crois que la grosse difficulté pour les entreprises qui n'ont pas de présence locale, c'est comment justement assurer ce suivi local. Et donc on voit effectivement, comme disait Frédéric, des sociétés qui de plus en plus profitent des outils digitaux. Je parlais tout à l'heure de transformation digitale, mais on voit de l'e-prospection, de l'émission, on parle de RH digital, on est capable de recruter en digital aujourd'hui. Voilà, donc c'est des besoins à distance. C'est clair que ça ne remplace pas une rencontre physique, ça c'est évident, mais effectivement, on continue à avoir des sociétés exportées. Dernière question qu'on va prendre. Donc je suis dans l'agroalimentaire. Est-ce qu'il y a une plus-value ou est-ce qu'il y a une thématique de l'exposition qui pourrait me convenir? Est-ce que c'est pertinent, si je comprends bien, de venir sur l'exposition universelle ou de venir à cette mission, si on peut dire, si on est dans le secteur agroalimentaire? Merci Marc, j'allais en parler. Exactement, vas-y. Ouais. Comme je le disais, la programmation des semaines thématiques du pavillon France s'est organisée autour à la fois l'analyse que l'on a pu faire de la demande, une demande non pas seulement émirienne, mais une demande régionale, la pertinence de l'offre française, et donc en matière d'agroalimentaire, on peut ne pas en douter, et ensuite la programmation d'événements et de grands rendez-vous internationaux tels que le Gulf Food. Donc clairement, les semaines thématiques portant sur l'agroalimentaire seront adossées et accolées à la période à laquelle le Gulf Food se tiendra. Donc oui, il y a une pertinence. Donc les entreprises du secteur agroalimentaire, non seulement elles pourront avoir des rendez-vous individuels, mais elles pourront visiter le salon Gulf Food et elles pourront avoir un accès à l'expo universelle. Donc c'est une pierre trois coups. Ensuite, sur le secteur autre que les produits alimentaires, mais on va parler plutôt de l'agriculture ou des équipements agricoles, l'ensemble des pays du Golfe, les Émirats au premier chef, sont aujourd'hui extrêmement préoccupés par les questions de sécurité alimentaire, alias souveraineté alimentaire. Donc, l'idée est de pouvoir développer des productions locales de fruits, de légumes. Les fermes aquacoles connaissent un succès important, l'agriculture, l'élevage, et donc tout ce qui va être technologie apportant des solutions sur cette thématique-là seront également étudiées avec attention. C'est là aujourd'hui le message. Et encore plus en Arabie Saoudite, qui a déjà un socle industriel d'activités agroalimentaires,
notamment les produits laitiers, qui est déjà extrêmement développé. Donc, l'alimentaire, c'est un vrai sujet. Super. Dans la valeur exportation, et dans la valeur également de production locale. Donc là, on est aussi sur du B2B. Il y a une autre personne qui met 4000 moins 1500 moins 1000, ça veut dire qu'il ne resterait plus que 1500. Oui, ben, c'est ça, il s'est bien compté, je le félicite. Exact. Ouais, ça ferait plus que 1500. Bon, c'est bien. Bon, alors, on avait dit 45 minutes, ça fait 1 heure, donc je suis désolé, mais effectivement, je vous remercie déjà tous de votre temps et d'avoir bien voulu, messieurs les intervenants, nous parler un petit peu de Dubaï. Je vous rappelle que vous pouvez demander des rendez-vous et donc n'hésitez pas si vous avez, j'allais dire, des questions spécifiques. Si vous voulez plus de contexte sur la mission, je pense que dans les gens avec lesquels on peut prendre rendez-vous, vous avez plusieurs personnes, donc il n'y en a pas qu'une sur lesquelles vous pouvez effectivement avoir des renseignements en tant que tels. Et on vous enverra tous, bien sûr, une information là-dessus. Voilà, merci messieurs. À très bientôt. Et puis, ben voilà, maintenant, on va pouvoir passer au réseautage. À très bientôt. Merci, au revoir. Marc, à bientôt. Au revoir, merci, à bientôt.